Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs mes chers amis, nous sommes ici réunis à l'initiative de la mairie du 7e secteur afin de rendre l'hommage respectueux que méritent en ces jours d'anniversaire de la fin de la Grande Guerre les combattants français qui ont tout risqué parfois, et même souvent, tout sacrifié pour la défense de notre patrie. Qu'il me soit dès lors permis de remercier chaleureusement Madame le maire, Madame Sandrine Dangiot, pour son initiative et son adjoint aux anciens combattants, Monsieur Marchal. Quel symbole que de rendre cet hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale dans la cour d'honneur de notre mairie, cette mairie qui fut d'abord au lendemain justement de la Grande Guerre, un hôpital militaire. Ici même, mesdames et messieurs, des poilus, héros de 14-18 nous ont précédés. Ils ont occupé ces lieux, ils y ont été soignés, ils ont sans doute prié la Bonne Mère, là-bas, dans cette chapelle. Ils ont sans doute admiré la mer Méditerranée, ils ont respiré l'air de Marseille, après avoir suffoqué dans les tranchées où la mort les avait si souvent tutoyés. Aujourd'hui, plus encore, nous ressentons leur présence, aujourd'hui, plus encore, nous ressentons la France. Cet anniversaire n'est pas ordinaire, c'est le 100e anniversaire de la victoire de 1918. Un siècle, c'est beaucoup à l'échelle humaine et bien peu à l'échelle de l'histoire. En ce qui concerne la Grande Guerre, elle nous apparaît à la fois déjà lointaine, mais encore si présente. Nous avons tous, soit en ligne directe, soit par alliance, un parent qui fut victime de la guerre, tué au combat ou grièvement blessé. Alors, aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, je pense à tous nos morts de métropole ou venus des colonies et d'outre-mer pour défendre le pays, comme le dit le chant des Africains. Mais je pense particulièrement à mon arrière-grand-père, Alexis Ravier, sergent dans l'infanterie et tué au combat à l'âge de 40 ans sur cette terre d'Alsace le 27 juillet 1915 et reconnu mort pour la France. Alors si je ne saurais en tirer aucune gloire, j'ose en éprouver une grande fierté. Son sang qui a coulé, qui a irrigué cette terre alsacienne aura permis qu'elle redevienne française. Alors, rien d'étonnant dès lors que je puisse autant ressentir la France couler dans mes veines. Cette guerre de 14-18 fut pour les Français ce que fut la Seconde Guerre mondiale pour les Russes. Un conflit où ils jouèrent le rôle essentiel, mais aussi où ils connurent des souffrances indicibles. 14-18 demeure en effet pour nous un événement incomparable dans notre histoire. Ce le fut pour les pertes humaines, avec 1 400 000 morts tués au combat, une grande partie de notre jeunesse masculine disparut alors. Ce le fut par les souffrances, la douleur et le chagrin des civils, des femmes en particulier, 600 000 veuves, des femmes dont le courage et l'engagement ont largement contribué à la victoire, mais aussi le sort de tant de combattants, 4 300 000 blessés dont beaucoup revinrent mutilés, ceux que l'on appelait alors les gueules cassées. Et n'oublions pas ces 986 000 orphelins. Mais ce le fut aussi par le rôle de la France. C'est elle qui empêcha la victoire de l'Allemagne impériale. Elle qui sauva à plusieurs reprises ses alliés, je pense au terrible moment de l'été 1918. C'est elle, c'est la France qui les équipa largement de son matériel. Les Américains ont joué un rôle important en 1918, un rôle qu'ils n'ont pu jouer que grâce à l'équipement et à l'entraînement assuré par la France. C'est un général français, le futur maréchal Foch, qui assura le commandement en chef des troupes alliées en 1918 et qui les conduisit à la victoire. Partout, sur tous les fronts, nos combattants furent présents et surent se couvrir d'une gloire que certains aujourd'hui veulent ignorer. À ceux-là, à ceux qui pensent que tout cela, ma foi, peut être oublié car c'est si loin, eh bien je rapporte ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous rappellent ce à quoi le soldat s'expose. J'ai appris une grande vérité. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat.
c'est à certaines heures, pour le combattant, l'acceptation pure et simple de la mort. La Première Guerre mondiale, ce fut aussi des batailles que la plupart des Français connaissent encore par leur nom, la Marne, Verdun, la Somme. Alors, allez à Verdun, mes chers amis, vous n'en reviendrez pas indemnes. Vous comprendrez alors comme ils furent grands, comme ils furent courageux, nos si proches ancêtres. Car Saint-Exupéry, encore lui, nous rappelle que le soldat n'est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d'aller sans faiblir au bout de sa parole, tout en sachant qu'il est voué à l'oubli. Aujourd'hui, nous ne faisons que porter témoignage de sa grandeur. Car cette guerre fut aussi celle qui vit tant de héros apparaître dans notre peuple. Je pense aux as de l'aviation que furent Fonck, Guynemer et tant de leurs camarades. Mais je pense surtout aux humbles combattants des tranchées qui, par leur héroïsme quotidien, furent les héros véritables de cette guerre, eux qui ont combattu jusqu'au bout de leur force afin de sauvegarder de l'invasion quelques mètres carrés de notre sol national. Car avant de mourir pour des valeurs ou pour des principes, ils sont morts avant tout pour la patrie. Ils sont morts avant tout pour que nous restions français. Nous ne devons pas non plus oublier les chefs qui les menèrent à la victoire, et dont 8 devinrent maréchaux de France: Joffre, Foch, Pétain, Franchet d'Espéré, Fayolle, Gallieni, Monory et Lyautey. Si la France n'est pas devenue allemande en 1918, c'est à eux aussi que nous le devons. Mais il faudrait en citer bien d'autres. Des inconnus comme des célèbres, tant le courage et le talent furent alors répandus dans notre armée. Une leçon ne doit pas être oubliée. Ce qui permit la victoire, ce fut l'union de tous les Français pour la défense de la patrie menacée, la fameuse union sacrée que malheureusement depuis 1918, notre pays n'a jamais su retrouver. Concernant la Grande Guerre, je m'étonne toujours de l'opposition entre, d'une part, la fierté légitime mêlée d'émotions que ressentent les Français en l'évoquant, et d'autre part, la manière malsaine qu'ont trop d'hommes politiques et de médias en la déformant. À entendre les voix officielles, on dirait que la France n'aime plus ces pages glorieuses. Quand on parle de 14-18 dans les médias, on ne veut plus évoquer le patriotisme et les motivations profondes qui ont conduit tant de Français, civils et militaires, à accepter ces sacrifices, mais on préfère s'intéresser à une poignée de déserteurs ou aux mutins de 1917, dont les motivations étaient souvent bien différentes de celles qu'on nous présente aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ne refusaient pas la lutte pour défendre le pays, mais ils refusaient de mourir pour rien, dans des offensives mal préparées. Dès que cela fut corrigé par de nouveaux chefs, il n'y eut plus de mutinerie dans l'armée française. Il semble que nos milieux dirigeants, politiques ou médiatiques, ont la volonté d'effacer le glorieux passé de notre pays. En revanche, la vérité finit toujours par triompher. De nouveaux historiens, souvent issus des milieux militaires, Rémy Porte, Michel Goya, Dominique Lormier, ont depuis quelques années effacé le mensonge et révélé ce que fut l'armée française de 1914 à 1918. L'armée qui s'est transformée le plus rapidement et le plus profondément jusqu'à redevenir, en 1918, ce qu'elle était sous le premier empire napoléonien, la première armée du monde. Non, les Français ne sont pas des Gaulois réfractaires au changement. Ils acceptent ces changements et ces sacrifices seulement s'ils sont nécessaires et proposés par des chefs dignes de ce nom. Le maréchal Juin ne rappelle-t-il pas que, face aux horreurs de la guerre, l'attachement est indéfectible des soldats à un chef qui donne lui-même l'exemple du courage? Il a été décidé au sommet de l'État aujourd'hui que l'aspect militaire de la Première Guerre mondiale serait gommé au maximum et qu'on n'insisterait pas non plus sur la notion aujourd'hui honnie en France de victoire. C'est curieux, pour ne pas dire scandaleux, car le reste du monde ne semble pas partager notre point de vue. Tous les autres peuples célèbrent leur victoire et c'est bien légitime, car ils tiennent à honorer ceux qui ont fait tous les sacrifices pour les leur obtenir. Ils savent aussi qu'aujourd'hui,
que l'histoire nationale est le ciment d'un pays, ce qui donne envie aux nationaux de continuer à vivre et à lutter ensemble, car ils ont conscience d'appartenir à une communauté dont ils sont fiers et dont ils veulent assurer la pérennité, sinon l'éternité. Comment, nous, Français, pourrions-nous assimiler les nouveaux arrivants qui nous rejoignent si nous ne croyons pas que la nation française a un destin exceptionnel? Comment pourrions-nous demander à des étrangers de respecter un pays que ses propres nationaux ne respectent plus? En 2005, Dominique de Villepin et Jacques Chirac n'ont voulu au point commémorer la victoire napoléonienne d'Austerlitz, pourtant chef-d'œuvre de tactique militaire et de courage des combattants français qui luttèrent à 1 contre 2, voire contre 3, et ce, afin de complaire à sa majesté et à certains lobbies. Mais de plus, ils envoyèrent la plus belle unité de notre flotte pour commémorer la victoire anglaise de Trafalgar. La France ne veut plus commémorer que ses défaites. En 2018, nous recommençons afin de complaire à Mme Merkel et aux dirigeants allemands. Nous ne célébrons plus notre victoire, mais la fin d'un cataclysme dans lequel nos héros n'auraient pas eu un rôle et une volonté supérieure à ceux des victimes d'une catastrophe naturelle. Quel mépris pour la France et les Français, quelle insulte faite à ceux qui sont tombés sous les balles de l'ennemi. J'en suis d'ailleurs certain, les Allemands n'en demandaient pas autant. La réconciliation franco-allemande a plus de 50 ans et c'est une excellente chose. Mais il ne faut pas confondre la réconciliation nécessaire entre les peuples qui se sont affrontés et le reniement de notre histoire. La première est porteuse d'espérance, le second profondément mortifère. Il nous faut réagir et les diverses manifestations des 10 et 11 novembre 2018 doivent nous amener à réfléchir sur la France que nous voulons. Nous, ici, à la mairie des 13e et 14e arrondissements, nous ne sommes pas dans l'errance. Nous sommes dans l'enracinement. Nous avons choisi la France de la fierté et de l'honneur. La France qui reste fidèle au souvenir de ceux qui lui ont tout sacrifié jusqu'au sacrifice de leur vie, convaincus comme Maurice Barrès que la nation, c'est la terre et les morts. Nous sommes persuadés que cette France, c'est cette France qui a un réel message de civilisation et de fraternité à transmettre au monde. Pour conclure, je suis fier d'Alexis, fier de ses camarades, fier de célébrer la victoire de nos armées en 1918, fier de ces femmes héroïques, de ces hommes dont le dévouement alla jusqu'au sacrifice ultime. Dans son discours de Verdun, le 14 juillet 1919, Clémenceau déclarait « En définitive, les victimes des guerres sont mortes pour rien. Seulement, elles sont mortes pour nous. » Si les Allemands sont aujourd'hui nos amis, de nombreux dangers menacent encore la France et l'Europe. Alors, mes chers amis, n'oublions pas les héros de la Grande Guerre et comme eux, sachons défendre notre patrie. N'oublions jamais ce cri avec lequel ils surent mourir ou vaincre. Vive la France!